Certains individualistes se disent alors que si pour changer la société, il faut bien changer l'individu, pour changer l'individu, il faut reprendre le mal à la racine. Or, selon eux, l'école bourgeoise inculque dès l'origine aux enfants des valeurs autoritaires et centralise tous les dispositifs de pouvoir. Il faut donc s'y attaquer et y porter la révolution. Ils se font alors éducationnistes réalisateurs et conçoivent des pédagogies nouvelles où l'antique paideia se mêle aux principes libertaires. La tâche de l'anarchiste, c'est d'être un éducateur. C'est-à-dire, il faut en quelque sorte faire l'homme nouveau avant de faire la société nouvelle. Il y a une très grande exigence d'élévation intellectuelle, sensorielle, physique même. Il ne néglige aucun des aspects de la vie. Des expériences de nouvelles formes d'éducation fleurissent aussitôt à travers le monde. La ruche de Sébastien Faure ou l'orphelinat de Sampuy de Paul Robin. Mais l'une des plus complètes est l'école moderne, fondée en Espagne sur des principes anti-autoritaires par Francisco Ferrer. Francisco Ferrer est un pédagogue anarchiste très important. Il a créé le mouvement des écoles modernes. L'idée était de faire une éducation séculaire, laïque, non seulement à destination des enfants, mais aussi des adultes, basée sur des relations égalitaires entre les élèves et les professeurs. C'est une éducation intégrale, c'est-à-dire qu'elle doit être à la fois manuelle et intellectuelle. L'enfant doit savoir à peu près tout faire. Elle est fondée exclusivement sur l'usage de la raison, c'est-à-dire on ne veut rien imposer à l'enfant de l'extérieur. Nous ne craignons pas de le dire. Nous voulons faire des hommes dont l'indépendance intellectuelle sera la force suprême, qui ne se soumettront jamais à rien, capables de discerner ce qui est bon et qui aspireront à vivre 1000 vies en une seule. La société craint de tels hommes, et il ne faut pas attendre d'elles qu'elles soutiennent jamais une éducation capable de les produire. C'est ça qui est fascinant quand on lit les anarchistes sur l'éducation, et à mon avis, c'est parmi les rares théoriciens de l'éducation qui sont conscients de ça, ils se méfient d'eux-mêmes. Ils ont une telle méfiance à l'endroit de l'autorité illégitime, y compris en éducation, que leur réflexion sur l'éducation comporte une profonde réflexion sur les risques d'endoctrinement que porte leur projet. Alors vous allez lire des mots, je cite presque textuellement, « Rappelons-nous toujours que nous ne voulons pas faire de bons petits anarchistes. Méfions-nous toujours de notre propre pouvoir sur les enfants. Nous tentons de faire des hommes libres. Il se pourrait qu'ils pensent autre chose que nous plus tard. C'est à ça qu'on reconnaîtra qu'on a véritablement fait des hommes libres. » Ces écoles laïques et libertaires, où les enfants posent en cagoule, suscitent bien sûr le fantasme, et leur succès inquiète autant le clergé que la bourgeoisie. Il faut arrêter au plus vite Francisco Ferrer, leur fondateur qui s'est pourtant toujours opposé à toute forme de violence. Une occasion est trouvée au cours de la semaine tragique de Barcelone de l'inculper à tort. Il est très vite visé par la répression, qui en 1909 l'accuse d'avoir fomenté la grève générale de Barcelone et le condamne à mort. Il va y avoir une solidarité internationale qui va se développer sur tous les continents, aux États-Unis, en Australie, en Europe, dans toutes les grandes villes d'Europe. Il y aura des manifestations pour empêcher l'exécution, il y aura des pétitions, il y a même des gouvernements qui vont intervenir pour demander au gouvernement espagnol de l'épargner, mais Ferrer est exécuté. Et alors, quelques heures après son exécution, des foules se rassemblent partout dans les grandes villes, mais notamment à Paris. L'émeute parisienne sera la plus spectaculaire de toutes, le 13 octobre 1909 exactement. Il va y avoir une émeute d'une intensité extraordinaire. Les terrassiers, qui sont vraiment la fleur du prolétariat de cette époque, arrivent pioche à l'épaule, dépavent les avenues, mettent à nu les conduites de gaz, les percent, les enflamment. Paris est transformé en brasier. L'assassinat de Ferrer par la justice espagnole, qui provoque les échauffourées les plus violentes depuis la Commune, a ses équivalents dans le monde entier. Il y aura celui de Kotoku au Japon quelques mois plus tard, ou ceux de Sacco et Vanzetti aux États-Unis d'Amérique, qui déclencheront tous d'immenses mouvements de solidarité internationale. Car si les États n'hésitent pas à tuer des humanistes, c'est qu'au début du XXe siècle, le monde semble sur le point de basculer. Rien qu'en 1905, on compte une révolution en Russie, des manifestations insurrectionnelles en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, un vendredi rouge en Hongrie,
une rébellion en Crète, une grève générale en Pologne, une semaine rouge au Chili, un mouvement de masse en Inde, le commencement de l'ère de la violence populaire au Japon, des soubresauts révolutionnaires en Mongolie ou encore une révolution constitutionnelle en Perse. Et partout, les anarchistes sont à la manœuvre.